Yippee-ki-yay, motherfucker. Et non seulement t'es vulgaire, mais t'es ordinaire en plus. Dick Laurent is dead. Bonjour à tous chers auditeurs et bienvenue dans Transmission numéro 11. Ce soir on va parler respectivement de Hit de Andrés Muschietti, on va parler de Barbara de Mathieu Amalric, on va parler du Redoutable de Michel Hazanavicius et enfin on terminera avec 100% spoiler sur Mother de Darren Aronofsky. Donc mais on sait qui, je suis encore une fois très très bien entouré de mes camarades. Manuel As, bonsoir. Salut Olivier. Comment vas-tu ? Bien et toi ? Ça va. As-tu vu des beaux films cet été ? J'ai vu des beaux films, ça s'est plutôt arrangé en fin d'été avec Baby Driver d'Edgar Wright, mais on en parlera plus tard. Ouais, on en parlera je pense en fin d'année quand on fera un petit rattrapage sur les films dont on n'a pas parlé ici à Transmission, étant donné l'actualité et les fréquences de nos enregistrements. Et quant à toi, Lucien Alflands, comment vas-tu ? Ça va très bien et toi Olivier ? Ça va, et toi, est-ce que tu as vu des beaux films ? J'en ai vu. Et nous allons en débattre ce soir. Je vous propose d'entamer tout de suite directement par Hit, ça, d'Andrés Muschietti, un film qui caracole en tête du box-office américain, qui casse la baraque. My grandfather thinks this town is cursed. That all the bad things that happen in this town are because of one thing. An evil thing. Ça, c'est l'histoire de... Ça se passe dans les années 80, à la différence du bouquin qui se passe dans les années 50. Ça se passe dans les années 80, et on est avec une bande de gamins, 5 garçons et une fille, je crois. Ou non, 6 garçons et une fille, et ils habitent dans la petite bled de Derry. C'est une adaptation de Stephen King, donc petite ville américaine, sans doute qu'on imagine dans le Maine, en tout cas dans un état de l'Est américain. Et ils sont confrontés à une espèce d'entité maléfique qui prend la forme d'un clown et qui les confronte à leurs peurs les plus intimes. Et donc ils vont s'allier pendant un été pour essayer de se débarrasser de ce monstre qui les terrorise et qui a en plus arraché le bras et tué dans d'atroces souffrances le petit frère d'un des leurs, le petit frère de Bill le Bègue qui s'appelait Georgie. Je vais commencer donc sur ça. C'est un film épuisant. Il va très 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 vite. Il a énormément à raconter. Je vous ai dit déjà, il y a 7 personnages. Donc on zappe très très vite d'un personnage à un autre. À tel point que finalement rien n'existe. On survole tout. En tout cas, c'était vraiment mon impression. Le montage va super super vite. Alors il y a une bande sonore qui est surchargée aussi. Surchargé de musique, surchargé d'effets sonores, qui fait que on s'en prend plein la gueule pendant 2h30, mais que finalement, y a rien qui est incarné pour moi. Vraiment pas la ville, alors que c'est super important dans le bouquin et dans l'imaginaire de Stephen King d'une manière générale, le setup, l'endroit où ça se passe, et ni surtout, en fait, tous les traumas de chacun des personnages, je trouve, n'existent pas. C'est-à-dire qu'il y avait une adaptation qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui est restée quand même assez célèbre dans les années... en 1990, de ça en téléfilm, qui s'appelait « Il est revenu ». Et là, je trouvais par exemple que dans cette adaptation-là, au moins les dilemmes liés aux parents, on les sentait vachement plus que dans ce film-ci. Et je trouve que si on ne sent pas les dilemmes qui sont liés aux parents, les dilemmes qui sont liés justement à l'ambiance un peu délétère, un petit peu, la ville, en fait, est censée influer négativement sur les personnes, sur les adultes de cette ville, et ça ne fonctionne pas du tout dans le film. Le roman est construit sur des allers-retours entre les adultes et les enfants. Ici, ils ont fait le choix, qui je pense est un peu casse-gueule. Ils ont choisi en tout cas de faire un film sur les enfants, un film sur la période adulte. D'autre part, ils ont choisi aussi de déplacer l'intrigue dans les années 80, soi-disant pour que ça colle, que le deuxième épisode colle à l'époque actuelle.
mais c'est aussi, je pense, pour surfer sur l'espèce de nostalgie des années 80. Il y a de multiples clins d'œil à, on va dire, l'imaginaire des 80s et l'imaginaire des 80s dans le cinéma américain surtout. L'imaginaire Amblin, quoi, du Spielberg. Voilà, on peut dire ça. Je vais terminer en disant que le film ne m'a jamais fait peur parce que j'avais aucune implication émotionnelle avec les personnages vu qu'on me les a pas exposés correctement. Et au lieu de me faire peur, le film m'a juste crié dans les oreilles. Voilà, je vais vous laisser peut-être rebondir là-dessus. Pour moi, t'as un peu tout dit. Si ce n'est que moi, dans l'ensemble, je me suis peut-être moins ennuyé que toi. Non, je vais rebondir sur un truc que tu disais, que le film ne fait qu'effleurer ces sujets, et je suis absolument d'accord, mais non seulement il ne fait que les effleurer, mais en plus, en les effleurant, il arrive à être lourdingue. C'est ça qui est vraiment problématique, je pense. Voilà, quand tu parlais des conflits enfants-parents, l'innocence, le rapport à la sexualité, au désir. L'horreur, en effet, marche assez peu parce qu'on n'est pas impliqué, comme tu le disais, mais il y a aussi un truc trop démonstratif, trop grand guignolesque pour moi, qui me détruit toutes les scènes d'épouvante, si ce n'est peut-être la première. Donc la découverte de Pennywise dans la bouche d'égout. Pour moi, il s'est passé quelque chose, et aussi parce que cette scène prend un peu le temps. C'est la seule scène d'horreur, entre guillemets, qui se passe dans la pénombre et qui s'étend quand même sur quelques minutes. Moi, en fait, les parties que j'ai préférées dans le film, c'est peut-être ce qui m'a tenu, c'est le côté doudou, nostalgique, qu'on a vu 150 fois, qui n'apporte rien de nouveau, mais c'est ce que j'ai trouvé le plus réussi dans le film. Je vais pas aller sensiblement dans une autre direction que vous vis-à-vis du film, mais ce qui fonctionne par nostalgie des années 80 ou par nostalgie du téléfilm ça qu'on a vu, et qui est, pour le coup, comme le dit Olive, il a peut-être marqué toute une génération. Moi, personnellement, il m'a marqué, il m'a foutu des pétoches à l'époque, mais c'est quand même assez ardu à revoir, parce que c'est quand même pas souvent très bien joué. C'est pas une grande réussite des adaptations de Stephen King. Après, malgré tout, si on doit jouer le jeu des comparaisons, c'est visible dès cette scène-là qui reprend, au-delà du bouquin, qui reprend vraiment quasiment la scène du téléfilm qui se passe dans l'égout. C'est quasiment la même topographie, le même trottoir, la même scénographie qui est mise en place et reprise donc par Muschietti que le film de Toby Wallace. Et c'est que le personnage de Pennywise, de Gripsou, comme il est traduit, a perdu toute sa dimension sexuelle que tu pouvais avoir chez Tim Curry, le côté un peu malsain qu'il pouvait y avoir de ce clown vis-à-vis de ses gosses. Là, en castant un acteur qui est un peu plus âgé, mais qui n'a pas la même différence d'âge que Tim Curry, et ne joue pas autant sur un côté un peu libidineux du personnage du clown, je trouve que ça défausse aussi une partie de l'horreur. Si c'était dans cette première scène dans le caniveau, je trouve que c'est la seule qui marche un peu là-dessus. Même là, mais c'est peut-être parce que c'est peut-être la première apparition du clown, et après, dès la deuxième, tu commences déjà à en avoir marre, parce qu'un des gros soucis pour moi, c'est que il y avait peut-être quelque chose d'intéressant de se dire on aplanit la narration en ne faisant qu'un premier film sur la période des gamins, et on prend le temps. Le problème, c'est que pour prendre le temps, il faut faire des choix. Et il ne fait aucun choix. On a les 7 gamins qui ont des traumas vis-à-vis de clown, on nous les montre, les 7 à la suite les uns des autres, pour aboutir à une scène où ils sont tous ensemble et disent « Ah, je l'ai vu, ah moi aussi je l'ai vu, ah moi aussi je l'ai vu, ah moi aussi je l'ai vu. » Ben oui, nous aussi on l'a vu. Et il aurait suffi que ça soit, je sais pas, le trio du film, que ça soit Bill, Ben et Beverly qui étaient confrontés, et cette scène-là où il l'avoue et les autres s'avouent eux-mêmes qu'ils l'ont vu, suffisait. On n'a pas besoin d'avoir un empilement, ça défausse complètement, et au final, oui, t'es à quelque chose qui ne suscite plus l'effroi, c'est du grand guignol complet, où t'as le clown qui va t'arriver en pleine poire, en gesticulant, en accéléré, comme Ville le Coyote, et ça fait pas peur foncièrement, et c'est ça le souci, c'est que on te balance des scènes choc à la gueule, mais le problème c'est que à force de les répéter sur le même mode, ça suscite aucun effroi, rien quoi, à part le trio central qui est composé de Bill, Ben et Beverly, qui existe un minimum parce qu'ils ont des interactions ensemble, il y a quelque chose qui se lie entre eux. Mais c'est tout quoi.
Après, Pour moi, ouais. ils auraient vraiment dû prendre des choix drastiques et enlever 3 personnages, quoi. Au moins, enfin 2 ou 3 personnages. Comme ils ont 1000 choses à raconter, et ben ils racontent tout mal. Au lieu de virer des personnages et de compiler certains trucs dans un seul personnage, tu vois. Ils auraient pu faire ça et comme ça avoir des personnages qui aient un peu de corps. Mais là, c'est juste que je sais pas s'ils ont peur de la masse des fans de Stephen King qui vont crier au scandale en disant « Ah, mais non, ils ont enlevé machin parce qu'à la page 403, il se passait pas comme ça. » Mais il y a pas de couilles en fait dans ce film, pas du tout, quoi. Il n'y a pas de gangbang. Oui, aussi ça. Mais oui, parce que, enfin bon, petite parenthèse, il y a un gangbang dans le film, pas dans le film de 1990, mais dans le bouquin. Manu? Après, il y a quelques trucs où il réussit. Plastiquement, il réussit certains trucs. L'antre de Pennywise avec les corps qui flottent est assez bien réussi. Le problème, c'est qu'il y a malgré tout régulièrement des petites idées. Dans l'introduction, le visage du clown qui est dessiné par le gamin sur la vitre et qui est effacé par la pluie. Il y a quelques petits trucs qui sont bien pensés aussi à la toute fin, quand ils sont en train de s'entourer les uns les autres, se tenir, et le bras cassé du gamin où il y a marqué loser et qui était corrigé avec le signe V qui est transformé en lover, qui est tout simple mais qui traduit les thématiques du film et comment ils vont réussir à vaincre Pennywise. Et je trouve à ce niveau-là, il y a des petits trucs, mais ils passent à une vitesse dessus, ils ne s'attardent jamais, au final ça impacte très peu. Tu dis, ah tiens, il y a une idée, il est déjà passé ailleurs. Ils sont réduits à une caricature du petit juif qui va faire, qui va passer sa bar mitzvah, du petit gros. Ils existent très peu, à part ceux qui sont un minimum de développement, parce qu'il y en a un qui a perdu son frère. Il y a Beverly que tous sont en train de baver dessus, hein, je veux dire, y compris Pennywise, mais qui a peut-être aussi la scène de trauma la plus intéressante, parce qu'elle n'a pas un clown qui lui fonce dessus. La séquence de la salle de bain est peut-être ce qui est le plus réussi dans l'exposition des traumas, parce qu'on n'a pas Pennywise qui se retrouve dans un coin à sauter de gauche à droite. Et voilà. Bon, vous aurez compris que l'équipe de transmission ne rejoint pas l'avis de Xavier Dolan sur ça de Andrés Muschietti. Ça crie aussi, et c'est aussi hystérique souvent que dans les films de Xavier Dolan, hein. C'est peut-être pour ça, hein. Bon, on va enchaîner avec du cinéma, disons, un petit peu plus conséquent, avec Barbara de Mathieu Amalric. Dites-le-moi du bout des lèvres, moi je l'entends du bout du cœur. Moins fort, calmez donc cette fièvre. Oui, j'écoute. Vous dites-le-moi doucement, murmurez-le-moi simplement. Je vous écouterai bien mieux, sans doute. Si vous parlez. C'est une femme qui ne vit pas sa vie, elle se la raconte avec tant de force qu'elle finit par y croire, et les autres autour d'elle. C'est en cela qu'il est si difficile de faire une enquête, de savoir les dates, les faits, d'obtenir des précisions. J'avais l'impression qu'il ne s'agissait jamais de la même femme. On était un jour au soleil, au soleil. Avant qu'on ne parle du Barbara de Mathieu Amalric, je tenais à remercier Clair Obscur Productions à Bruxelles parce qu'ils nous prêtent gentiment du matériel. C'est un peu notre sponsor pour transmission depuis quelques émissions. Donc merci beaucoup Bertrand, merci beaucoup Judith, merci beaucoup Clair Obscur Productions. Je croyais que tu allais justement chanter un petit peu de Barbara avant, c'était ça, je croyais, en intro, non? Non, mais je vais épargner ça. Donc, Barbara, c'est le 4e film, je crois, 4e long métrage de Mathieu Amalric, après notamment Tournée et La Chambre Bleue. Et donc, comme le titre l'indique, c'est un genre de biopic de la chanteuse française, qui est incarnée ici par Jeanne Balibar. Mais en fait, pas vraiment, parce que il y a un film dans le film, donc Mathieu Amalric se met en scène comme réalisateur chargé de faire un film sur Barbara, et il engage pour ça une actrice qu'on imagine assez connue, qui s'appelle Brigitte, et qui est incarnée par Jeanne Balibar. Lucien, tu vas commencer à nous en parler ? Tu parles de biopic, pour moi on en est quand même assez loin, parce qu'il en sort... ce qui est assez fascinant, je trouve, dans le film, c'est que
on en sort avec Barbara en tête, avec les chansons de Barbara en tête, mais on en sait peut-être encore moins que ce qu'on savait sur Barbara quand on est rentré dans la salle, parce qu'il installe le doute. C'est là que je le trouve assez fort. Le film passe son temps à mêler, à brouiller la frontière entre la fiction dans la fiction et ce qui pourrait se rapprocher presque à certains moments du documentaire, parce qu'il est bourré d'images d'archives. Et il m'arrivait plusieurs fois dans le film de ne plus savoir si je regardais Jeanne Balibar ou Barbara elle-même, de ne plus savoir de vraiment être perdu là-dedans. Et ça, je trouve qu'il y arrive formidablement bien. C'est donc voilà un dispositif qui m'a intéressé et qui m'aurait, voilà, j'aime bien Barbara bien sûr, mais que j'ai envie de voir appliquer à tous les artistes ou toutes les personnalités, entre guillemets, tous les personnages qui ont marqué peut-être la vie culturelle. Je trouve vraiment le dispositif en tant que tel très intéressant. Il est très intéressant, mais est-ce qu'il produit vraiment quelque chose ? Mais c'est sa limite aussi, c'est-à-dire qu'à force de jouer de ça, il se perd un peu et ne raconte au final pas autant qu'il aimerait en raconter. On sent Amalric qui d'abord, le dit même à un moment textuellement, qu'il fait autant un film sur lui que sur Barbara, et je pense ça se sent du début à la fin. Maintenant, je le trouve assez intelligent dans ses recadrages, dans ses jeux de miroir, dans ses jeux de couleurs qui créent vraiment une mise en abîme permanente. Ça tient très fort de l'exercice de style, on est d'accord, mais pour moi il le réussit avec brio, et pour ça, enfin voilà, et c'est un objet tellement inclassable et tellement particulier que moi je suis content de voir ça au cinéma, même si c'est vrai que ça m'a pas totalement transcendé, que j'ai pas trouvé, voilà, c'est peut-être pas le grand film qu'il aurait pu être, mais moi je suis content de me retrouver face à des objets cinématographiques de cet acabit-là qui s'en tiennent à leur ligne directrice et qui le font, qu'ils le réussissent en fait. Je sais pas, je serais plus réservé s'il le réussit. C'est ça peut-être le souci que j'ai, parce que j'ai un peu du mal à cerner le film, parce que au-delà du dispositif qui est d'entremêler ce tournage d'un film sur Barbara, des images d'archives de Barbara, et aussi Amalric qui est réalisateur, qui joue lui-même un réalisateur, qui est aussi acteur, qui est né pour nous à l'écran, aussi avec Balibar dans les films de Desplechin, etc. Tout ce qui se joue dessus, cette mise en abîme. Mais au final, au-delà du dispositif qui semble installé pour faire surgir à des moments une sorte de vérité, entremêler la figure à la fois de Balibar et de Barbara, je trouve que ça ne marche en fait que au final des effets. Ça marche quand il juxtapose un chant contre chant dans une bagnole avec une image d'archives filmée de 3/4 de Barbara et le reste du casting. Ça marche quand il filme Balibar de 3/4 avec un faux nez et les lunettes, etc. Mais je trouve que le film, au-delà du dispositif, n'existe pas vraiment. J'ai du mal à savoir où. Pour moi, il n'y a pas de vertige. Je m'y perds pas. Je vois chaque fois. Je détecte à chaque fois où est l'effet. Et je trouve que pour le coup, Balibar, il sort pas gagnant, parce que j'ai entendu Amalric parler justement qu'il a voulu essayer cette forme-là pour éviter ce qui craint beaucoup dans le biopic, la performance. Je trouve qu'elle est quand même souvent dans ça. Et c'est un peu moi le souci que j'ai vis-à-vis du film, qui a installé un dispositif, mais en plus qui fait que le film n'a pas vraiment de début, de fin, exploite pas vraiment des trucs. Balibar est censé être une actrice au début qu'on te vend peut-être comme anglophone parce qu'elle parle en anglais dans la voiture, ce n'est plus jamais développé derrière. Il y a tu sais pas à quel degré le film est préparé au-delà du dispositif, et je trouve qu'il est dans le rapport aux archives, entremêler tout ça. Stone a fait ça bien mieux, de manière bien plus efficace auparavant, et c'est quand même maintenant il y a peut-être presque 20 ans. Dans le cinéma, plus d'animation, on a eu un mec comme Satoshi Kon qui a travaillé cette frontière. Je trouve que, ok, l'idée est intéressante, malheureusement pour moi, ça ne fonctionne pas. Les rares scènes qui fonctionnent sont des scènes un peu en dehors. La scène de répétition au moment de l'hôtel avec un client du bar. Ce qui est plus sur les coulisses du cinéma fonctionne. La séquence avec Tournier qui se retrouve dans la pièce et puis qui se dit mais le tableau il n'était pas là, et puis il s'avance vers la fenêtre et tout tombe. On est dans un pur décor de cinéma. Ces petits moments-là fonctionnent, mais le film sur Barbara, moi, je trouve qu'il s'échoue sur les images d'archives, parce que Balibar n'a jamais le magnétisme de Barbara en gros plan sur les images d'archives. Bien sûr, mais après, on pourrait
on pourrait rentrer dans quelque chose de peut-être trop intello entre guillemets, et le film l'est. Le film fonctionne, est très intellectuel, fonctionne très sur son principe théorique, impressionniste à certains moments, que moi j'ai trouvé porteur de sens, parce qu'il rappelle pour moi cette forme, ce côté presque patchwork, jouer avec les images comme on joue avec les mots, moi, me rappelle la poésie et la chanson, quoi, qui peut parfois faire naître des images sans même qu'on les comprenne. Quand on lit de la poésie, quand on écoute des chansons, parfois il se passe quelque chose qui n'a en fait aucun sens. Et ben, moi, c'est ça qui fonctionne pour moi dans... c'est pas le problème du sens, c'est que justement, les fois où il fait émerger Barbara, moi je vois l'effet. Je vois un effet. Je trouve que son dispositif ne marche pas. Alors moi du coup je trouve qu'il y a pas mal de choses intéressantes dans ce que vous avez dit. Globalement je suis d'accord sur le fait que le film parfois produit des très belles choses. Selon moi il y a notamment une scène où Brigitte, donc l'actrice, s'évade un peu avec l'accessoiriste du film. Et elle va jouer un morceau de Barbara comme elle va comme le trouver ou comme le réinventer sur un piano dans une espèce de bar tabac PMU c'est peut-être français. la meilleure séquence du film. C'est une très belle scène. Je trouve que la scène en effet quand elle arrive sur cette scène de province où ça se mélange avec les archives, etc. Ça produit quelque chose dans lequel j'ai envie de me perdre. Moi je m'en fous de savoir qui était Barbara. Je connais 2-3 trucs sur elle. J'aime bien quelques chansons, etc. Mais je m'en fous de savoir qui c'est en fait. Mais donc des fois je rentre dans le film. Et aussi, bien sûr, le fait que ce soit si artificiel, cette mise en abîme, etc., me sort aussi régulièrement du film. Je trouve que la majorité des scènes avec Amalric sont ratées. Par exemple, l'évocation de Jacques Brel, je la trouve très ratée quand il revient chez elle après. Il est mal écrit, je trouve. D'autre part, oui, c'est vrai, je trouve aussi. D'autre part, moi, le Jeanne Balibar me dérange pas du tout. Je trouve au contraire qu'en fait, ce dispositif lui permet d'aller très fort dans les extrêmes. En fait, ça lui permet de surjouer parfois, d'en faire des caisses. Et pour... voilà, je trouve que moi, je suis assez admiratif du travail de Balibar dans le film, même si clairement on voit toujours Jeanne Balibar qui joue Barbara. Il y a une très longue interview d'Amalric dans Positif ce mois-ci. Il dit qu'il a construit son film d'une manière très musicale. Voilà, c'est la force et la limite du film. Parce qu'il n'y a pas de narration, enfin il y a très peu de narration, tu sors régulièrement du film, etc. Des fois ça produit des très belles choses. Mais voilà, donc moi je trouve en effet, comme tu dis Lucien, par contre que c'est une belle proposition, c'est quelque chose que je suis content que ce film existe, j'étais content de l'avoir vu, et de temps en temps il produit une certaine poésie qui est assez inédite, je trouve, enfin que moi en tout cas j'avais pas vu, c'est vrai que j'avais pas pensé à Millennium Actress comme tu l'as souligné, mais voilà, après le film a des grosses limites selon moi qui tiennent vraiment sur la narration, quoi. Mais c'est un film concept et qu'il va pas plus loin que son concept. Et c'est un peu le souci, c'est que oui, moi je suis intéressé par la proposition qui est faite, mais elle est quand même très limitée et circoncis à quelque chose d'infime dans le film. Le problème, c'est que ça demande pour moi un peu plus de construction derrière que juste installer ce dispositif-là. Très bien, donc voilà, nous sommes partagés sur Barbara de Mathieu Amalric, même si tout le monde s'accorde pour dire que c'est quand même une proposition intéressante. On va enchaîner. Ça ne fait qu'1h30. Et ça ne fait qu'1h30, c'est vrai, et tant mieux d'ailleurs. On va enchaîner avec un autre biopic français, Le Redoutable. Les vrais acteurs, moi je trouve ça con. Je les méprise. C'est vrai, vous leur dites de pleurer, ils pleurent. Vous leur dites de rire, ils rient. Vous leur dites de marcher à quatre pattes, ils le font. Enfin, je trouve ça grotesque. Ce ne sont pas des gens libres. Je suis sûr que tu demandes à un acteur de dire que les acteurs sont cons, il le fait. Le Redoutable, c'est le nouveau film de Michel Hazanavicius avec Louis Garrel et Stacey Martin. C'est une espèce d'anti-biopic de Jean-Luc Godard, le deuxième, disons, biopic détourné de la soirée, parce qu'il est vu essentiellement à travers le regard de Anne Wiazemski. Il est d'ailleurs, le scénario est d'ailleurs adapté de son bouquin, qui s'appelle Un an après, je crois. Voilà, c'est le retour de Hazanavicius après les deux OSS 117, le grand détournement bien sûr qu'on adore tous, et
The Search. Et The Search qui s'est pris une volée de bois vert à Cannes, je pense, par contre-coup de The Artist. De The Artist. Hein. Après, bon, j'ai pas vu la version de Cannes, j'ai vu la version cinéma, mais je trouve que la démesure de la critique vis-à-vis du film est assez un peu surprenante. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Ok, ouais. Donc je vais commencer peut-être sur Le Redoutable. Moi j'ai été plutôt cueilli, j'ai été plutôt séduit, voire même très séduit par le film. C'est un film déjà qui est assez drôle, je crois que le film se revendique clairement comme une comédie, enfin, il y a beaucoup de passages qui sont très drôles. Et c'est un plus qui, je pense, peut fonctionner sur des gens qui ne connaissent même pas qui est Jean-Luc Godard, etc. Pas du et c'est tout peut-être déjà une des grandes classes du film vis-à-vis de ça, c'est de réussir son programme, d'être divertissant et comique tout du long, même pour les non-érudits, quoi. Et j'en profite pour faire c'est du coup un film qui va bien son auteur, qui fait ça quasi systématiquement, c'est dans sa manière d'aborder des époques très définies, avec d'ailleurs d'abord une croyance absolue dans ce qu'il fait et une distanciation un peu pop, souvent liée justement à cet humour limite cartoonesque à certains moments. Et heureusement, je pense, parce que Garrel, que je trouve étonnamment très crédible, ne l'aurait peut-être pas été si ça avait été plus classique dans l'approche. Donc oui, pour préciser, donc le film commence en 67, juste après que Godard ait tourné La Chinoise, et il va s'étendre en tout cas pendant... Tonkinoise. Oui, bon, il y a une blague là-dessus dans le film. Et il va s'étendre en tout cas pendant toute la période des événements de mai 68, jusqu'à ce que Jean-Luc Godard signe ses films sous le nom du groupe Dziga Vertov. Voilà, donc c'est un film assez drôle, c'est un film qui est assez beau en plus à regarder au niveau... je trouve que les cadres, souvent, les choix de couleurs... comme tu dis, Lucien, c'est une espèce de cinéma pop, avec ses effets justement... qui rendent quelque part hommage aux expérimentations de la nouvelle vague. Ça produit parfois des choses super belles, notamment Godard vient de se prendre une veste à la Sorbonne par les étudiants. Et, avec une très belle réplique. Et comment tu les trouves, mes couilles, Jean-Luc, comment tu les trouves? Et donc il voit un graffiti sur un mur qui le confronte, le film est là-dessus, sur lui qui veut se croire quelque part plus jeune qu'il n'est, alors qu'il prend de l'âge. Le film file les métaphores un peu sur son vieillissement pendant 1h40. Et donc quand il revient, il s'est pris une grosse claque dans la gueule en voyant ce tag qui a été écrit sur lui à la Sorbonne. Et il y a ce jeu avec le négatif. L'image est en couleur, l'image des fois est en négatif, qui va matérialiser une scission à l'intérieur du personnage de Jean-Luc Godard lui-même, mais aussi matérialiser par les choix des cadres, justement, une scission même au sein du couple. En fait, ce film, c'est plus une histoire sur une rupture qui va s'étaler et sur un fossé qui va se creuser entre le personnage de Stacy Martin, qui est extrêmement juste, et en plus, elle a un côté mutin, frais. Et donc, il y a aussi cette rupture à la fin dans la chambre d'hôtel où la musique vient prendre beaucoup de place comme ça dans la bande sonore, et ça matérialise un peu le fait que c'est toujours Godard qui déblatère et elle qui reste toute seule dans la salle de bain à ce moment-là. Je trouve que parfois l'utilisation des effets produit des belles choses, et maintenant je vais vous laisser parler. Moi je d'abord suis voire totalement d'accord avec tout ce que tu viens de dire. À titre personnel, je préfère peut-être le film dans ses deux premiers tiers, justement quand il garde ce côté plus léger, je le trouve plus percutant, au final plus percutant dans cette partie-là. Je trouve aussi qu'il y a une forme d'intelligence dans cette manière de désacraliser un mythe. On sent le cinéaste, on sent le regard du cinéaste à la fois caustique et attendri sur ce personnage qui est en fait à la fois adorable et détestable. Enfin, il y a vraiment de ça. Je trouve que le film est très sympa pour Andrzej Zemski et pas très sympa pour Jean-Luc Godard. Mais du moment que tu ris avec lui, t'as quand même une partie d'empathie. Mais il est montré comme un connard dans le film. Mais souvent. il est drôle. Comme OSS 117, comme Jean Dujardin était un abruti fini, malgré tout, il emportait ta sympathie parce qu'il était drôle. Je pense qu'en effet, il réitère ce truc-là. Et en même temps, il va égratigner ce mythe, le désacraliser, le réinventer, en parlant donc de ce cinéaste qu'est Godard, qui est un cinéaste qui a passé toute une partie... comme il l'explique dans le film d'ailleurs, à vouloir à systématiquement remettre
tout fonctionnement du cinéma en cause, pour le pire comme pour le meilleur. Et je pense que Hazanavicius en est évidemment très conscient quand il fait le film. Est-ce que Hazanavicius ne pose pas un constat malgré tout aussi sur ce moment de rupture et sur ce qui va être la suite de la carrière de Godard. Et il se fout un peu de la gueule de la chinoise tout en déclarant son amour au film précédent. En termes de biopic, c'est beaucoup plus pertinent et ça marche beaucoup mieux en fait de prendre vraiment le pas de côté en poussant un petit peu le curseur sur le personnage, mais en révélant beaucoup plus à mon sens que dans un film comme Barbara. Je trouve le programme d'Hazanavicius plus intéressant et plus pertinent que celui d'Amalric. Louis Garrel, je trouve qu'il est parfait dans le rôle. T'as l'impression que ce petit-fils de la nouvelle vague est né pour zozoter du Godard, quoi. Le film, au-delà même de son aspect comique, est hyper pertinent dans sa manière de à la fois s'emparer de faire un portrait de Godard en empruntant les codes de son cinéma de l'époque, en le reproduisant, ce qui n'est pas étonnant de la part d'Hazanavicius qui a beaucoup travaillé le pastiche, le détournement. Et c'est surtout cette idée qu'à un moment, il applique pour moi un petit peu dans son film l'idéologie de 68. Le Godard, c'est un peu de déboulonner les icônes et de faire un peu table rase sur ça. Et que force est de constater que Godard est devenu une sorte d'icône, une sorte incontournable sur lequel on conteste très peu de choses. Il y a de l'idolâtrie typique cahier du cinéma qui ne peut viscéralement, programmatiquement ne pas aimer le film d'Hazanavicius. Et je trouve que le film est intéressant dans ça parce que à la fois il déconstruit, mais il le fait avec amusement et je pense avec tu le sens dans la manière dont c'est réalisé, avec une vraie connaissance de ce cinéma-là, et il en joue, et je trouve qu'il le joue de la manière aussi ludique que le faisait Godard quand il faisait À bout de souffle, quand il faisait ses premiers films où il s'amusait à déconstruire. Il y avait un ludisme derrière avant que sa pensée devienne ce que montre pour moi le film, une sorte de situationnisme un peu à la con. Mais d'ailleurs, le film de Hazanavicius met souvent ça en avant. T'as le nombre de personnages, il y a bien 3 ou 4 fois où on lui dit dans le film ah, j'ai vu La Chinoise, c'était pas mal, mais quand est-ce que vous allez refaire un film avec Belmondo comme À bout de souffle, c'était vraiment bien. Et en fait, le film, ce qui est intéressant aussi, c'est que le film parle très fort d'Hazanavicius lui-même, j'ai l'impression. Il oppose constamment le fait de faire un cinéma entre guillemets populaire, de divertissement, mais j'aime pas ce mot, c'est un mot un peu valise, mais un cinéma qui pourrait plaire au plus grand nombre et un cinéma, disons, plus cérébral, plus élitiste, etc. Godard veut être du côté du peuple et il est tout le temps remis en question par le peuple sur ses propres films, et je crois que ça parle très fort aussi du dilemme d'Hazanavicius. C'est presque le sujet premier du film. C'est d'abord la mauvaise foi absolue de Godard et cette espèce de contradiction permanente qui intervient souvent entre un artiste et sa création, quel qu'il soit, et dans le cinéma particulièrement, parce qu'il y a toute l'infrastructure qui va autour. Mais ouais, mais c'est intéressant comme en fait, moi j'ai trouvé le film vraiment assez réussi. Je trouve malheureusement qu'il y a quand même quelques longueurs. Je trouve quand même que narrativement, c'est peut-être pas assez tenu encore. Enfin, c'est plus tenu que Barbara. Même Barbara est un film différent avec ses qualités aussi, mais c'est plus tenu narrativement que Barbara. C'est plus classique aussi. Et je trouve aussi que Bérénice Bejo et l'acteur qui fait le mari ou le compagnon de Bérénice Bejo sont pas très bien castés. Je trouve qu'il y a un truc qui colle pas avec eux. Je sais pas, ils rentrent pas bien dans le décor. Il y a quelque chose qui m'a gêné avec ces personnages-là. Mais bon, voilà, c'est des petites réserves. Je la trouvais très crédible, je suis assez d'accord sur son compagnon. Par contre, il y a Grégory Gadebois aussi, qui est un acteur qui est excellent. Excellent. Mais à chaque fois que je le vois, il me faut déjà 3/4 d'heure pour le reconnaître. Mais il y a des choix de cadre dans le film qui sont très payants, notamment cette scène-là où Grégory Gadebois l'engueulade dans la voiture. C'est génial. Ouais, et c'est en 2 cadres. Ouais. La façon dans les cadres, c'est quoi ? C'est 7 ou 8 personnages dans la bagnole, mais qui est en termes de tempo comique, la manière dont se répond avec le réalisateur des Gauloises Bleues et Godard, comment la tension monte, c'est absolument hilarant. Il y a une vraie maestria en termes de rythme et de cadre dedans qui est assez... Et même à certains moments, il reprend des codes et des trucs qu'aurait pu faire Godard lui-même. Je pense les scènes sur les acteurs, c'est aussi mise en abîme. Castegarel, au-delà de la ressemblance physique, une fois qu'il a le postiche, qui est vraiment le petit-fils de la nouvelle vague, quoi, en tant que tel. Et je pense que ça joue aussi beaucoup dans le film de cette intelligence au niveau du casting. C'est vraiment un film intelligent, en fait. À tout point de vue, je trouve le film très, très, très malin. Bon, vous aurez compris qu'on vous recommande chaudement Le Redoutable, et on va terminer avec le gros morceau de la soirée, Mother de Darren Aronofsky.
Come in. Hello. Hello. He's a stranger. We're just gonna let him sleep in our house. Hello. Hello. Did you know he had a wife? He has pictures of you in his luggage. What were you doing in their luggage? Alors Mother, c'est le nouveau film de Darren Aronofsky, le réalisateur de Pi, Requiem for a Dream, The Fountain, Noé ou encore Black Swan. C'est avec Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Ed Harris, Kristen Wiig et aussi Michelle Pfeiffer. Le film est très très difficile, même à résumer. On ne peut pas parler du film sérieusement sans le spoiler, donc désolé à ceux qui n'ont pas encore vu le film, mais il va falloir que vous alliez une dizaine de minutes plus loin car nous allons spoiler à mort sur ce film de Darren Aronofsky. Manu, tu n'as pas encore commencé ce soir. Manu, qu'as-tu pensé du film de Darren Aronofsky ? C'est peut-être le film qui fonctionne encore à la rigueur, peut-être le mieux chez moi d'Aronofsky. Après, faut accepter que c'est pas un cinéaste de la subtilité, c'est toujours d'une grande lourdeur. C'est un cinéaste d'effet absolu. C'est tout ce qui me pose problème dans son cinéma. Alors c'est peut-être parce que je connais tous ces travers-là que j'aborde Mother un peu différemment. Je pense aussi que c'est du fait que il tient principalement aussi sur un personnage tout du long, ce qui me permet d'accepter une certaine outrance du récit. Il y a peut-être un effet un peu de sidération dans la surenchère qu'applique Aronofsky au film. Faut peut-être dire 2-3 mots du pitch avant que tu ailles plus loin. C'est ton excuse-moi. boulot, hein, mon gars. Oui, je te prie de m'excuser, j'ai oublié. Mais donc, en gros, c'est l'histoire d'une fille qui habite dans une maison. Son mec, il est écrivain et il a la page blanche. Et ils sont tous les deux dans cette maison. Et il y a Ed Harris qui se pointe et qui commence à s'incruster dans la maison. Puis sa femme se pointe, Michelle Pfeiffer, qui commence à s'incruster et en plus à être désagréable avec Jennifer Lawrence. Et le film va, à partir de là, ça se passe en 10 minutes tout ce que je viens de raconter, à partir de là, le film va aller de mal en pis pour cette pauvre Jennifer. C'est un film compliqué à aborder, c'est un film qui a été pour moi une pénitence absolue parce que, comme tout objet aussi hystérique dans lequel on ne rentre pas, ça ne peut être qu'irritant. C'est un film concept aussi, qui pourrait l'être et qui pourrait avoir le contenu pour faire un court-métrage d'une 15aine de minutes qui serait pas inintéressant, sauf que en l'étirant de la sorte, avec en plus je pense qu'on y reviendra, mais un côté vraiment cyclique de recommencement permanent et en permanence prévisible. Enfin, j'ai l'impression qu'on peut toujours voir ce qui va venir après. Moi, ce qui m'a surtout dérangé, c'est que voilà, tu m'as dit tout à l'heure, Manu, en off, que Aronofsky parlait du film et disait ce qu'il représentait pour lui. Moi, en tant que spectateur, j'y vois rien. Enfin, si, je peux y voir tout un tas de trucs, tout aussi bordéliques les uns que les autres. Je peux y voir une allégorie sur l'existence, une sorte de fable sur l'agoraphobie, sur la vanité de l'artiste à l'intérieur d'un couple, sur la mère nature souillée par l'être humain, par ses guerres, par des dieux éventuels même. Non, ça part tellement dans tous les sens que c'est totalement incompréhensible et impossible à résumer, c'est pour ça que voilà. Moi, en m'ennuyant beaucoup, je réfléchissais beaucoup au film et du coup je lui trouvais peut-être des choses qui ne se prétendent pas, mais la maison qui serait la terre, Jennifer Lawrence, la mère qui serait reliée à cette espèce de joyau qu'on ne sait pas trop d'où il sort, d'où ça vient, qui représenterait la vie, Bardem qui représenterait un dieu, une sorte de créateur. Les deux frères ennemis qui sont clairement Abel et Caïn. On peut même, en tirant un peu, aller voir chez Harris et Pfeiffer, Adam et Ève. D'abord, ce sont les premiers humains à rentrer dans cette maison, les humains originels. Ça brasse tellement de trucs et tellement en les jetant dans tous les sens. Le film est un tel bordel que moi, il m'est impossible d'en sortir quoi que ce soit. Mais c'est quand même moins le bordel que dans un The Fountain, que dans certains films précédents d'Aronofsky, je trouve. Je trouve que le film peut fonctionner aussi à juste un simple plaisir, quelquefois de premier degré, malgré des artifices d'Aronofsky.
Voir une sorte d'objet un peu hybride au sein de ce qui a priori s'apparente à un film d'horreur, mais qui en est quand même dénué parce qu'on n'a pas vraiment de moment vraiment horrifique. La bande-annonce vend vraiment ça. Ou terrifiant, on est plus dans un registre de Dome Invasion, mais on est plus dans un film de tension que réellement dans un film de terreur ou quoi que ce soit. Mais l'outrance du film est aussi une de ses qualités. On spoil comme des cochons, mais on va peut-être pas spoiler ce qui arrive notamment au bébé ou des trucs comme ça. Mais je veux dire, le film va loin dans son outrance un peu carnavalesque, grotesque. Et je trouve qu'il y a certaines idées, je trouve, qui fonctionnent. Le moment où Javier Bardem se remet à écrire et tend le manuscrit à sa compagne, il résume ça en 3 plans qui quasiment résument la structure de son film. Et je trouve qu'il le fait de manière très simple. Ce personnage perdu dans un décor dévasté de la maison, le gros plan de la femme qu'on ne voit pas mais qu'on devine, qui lui prend la main, la couleur qui envahit le champ, et puis ce top shot de point de vue divin où toute cette renaissance s'étend à tout le reste du cadre et hors du cadre. Il y a des petites idées comme ça qui fonctionnent très bien thématiquement et qui régulièrement fait que, au-delà d'un cinéma qui est pas un cinéma qui m'intéresse, c'est peut-être le film d'Aronofsky que j'apprécie le plus. Bon, bah moi en fait, j'aime bien Darren Aronofsky. Mais je trouve que déjà, le film se vend directement dans les 3 premières minutes comme une blague. Enfin, pas une blague, une fable, pardon. Une fable. Le film, c'est comme une blague. C'est une fable. Il n'y a rien de réaliste dans ce film-là. Comme tu l'as bien dit, Manu, le film, en effet, est accroché au basque de Jennifer Lawrence tout le temps, mais tout le temps. Donc c'est soit des gros plans sur sa gueule, soit de son point de vue. Et d'autre part, je trouve que le film, en fait, plus il en rajoute, et plus il va à fond, et plus je l'aime bien. Parce que je trouve que quand c'est jusqu'au boutiste, quand ça va jusqu'au bout, quand il y a justement cette espèce de scène juste avant qu'elle accouche, où elle va c'est indescriptible cette scène, mais je l'ai trouvé vraiment, j'étais vraiment accroché. Je trouvais ça assez virtuose au point de vue strict de la mise en scène et de la mise en image. Je trouvais ça assez fun à voir, vraiment assez marrant. Et pour moi, le film, il est limpide. Hein. Enfin, je veux dire, c'est la création, le créateur au sens premier. Voilà, mais c'est vraiment Darren Aronofsky, tu vois, qui a fait son grand projet biblique qui portait depuis des années, Noé. Et puis, ça n'a pas super bien marché. Peut-être qu'il s'est retrouvé face à une crise d'inspiration et qu'il a fait ce truc-là. Qui, moi, c'est un film, à mon avis, tout le monde l'aura oublié dans 6 mois. C'est complètement anecdotique, mais quelque part, moi, j'ai passé un chouette c'est moment. peut-être quand même malgré tout pour l'instant son meilleur film à mon sens. Hein. C'est un film d'Aronofsky pur jus. Qu'on aime ou non, ce gars a un style et on le reconnaît, ne serait-ce que dans cette manière de tout sursignifier. De tout sursignifier peut-être, mais il y a un travail sur le son et sur le mixage sonore qui est assez hallucinant, et ne serait-ce que pour ça, il faut si vous avez envie de le voir, il faut le voir avec une bonne installation sonore, qui moi m'a beaucoup rappelé le travail sur le son de Requiem for a Dream, mais c'est cette manière aussi de travailler la tension en montée permanente, comme ça il fait ça dans tous ses films. Je pense qu'il n'y a pas un seul film qui échappe à ce peut-être Noé, et encore non, même pas Noé en fait, en y réfléchissant. Il y a un gros climax avec le déluge, après ça se calme vachement fort. Ouais, voilà. Il y a une assez jolie direction artistique, comme on dit. Je trouve quand même que tout ce qui est le décor de la maison, etc., est très bien tenu. Moi, j'ai vraiment eu du mal avec certaines choses qui m'ont semblé totalement inutiles. Je pense entre autres il y a 20 minutes du film qui tournent autour d'une pièce dans la maison que veut absolument protéger Javier Bardem. Et c'est réglé en 15 secondes, alors que ça prend 20 minutes de film auparavant. La maladie d'Aris, pourquoi ? Il y a quand même toute une scène où elle descend, il vomit un truc qui visiblement a l'air dégueulasse dans les toilettes. Javier Bardem cache de sa main un truc, on ne sait pas ce que c'est, on n'en saura jamais rien. Enfin, le film est bourré de trucs comme ça. On se dit, mais ok, mais pourquoi ? D'où ça sort ? D'où ça va ? On ne sait pas. Une des choses qui moi me pose problème, qui me fait sourire en tant que spectateur, qui marche en termes de cohérence thématique, c'est le moment où Jennifer Lawrence tombe enceinte, qui thématiquement fonctionne, mais dans la temporalité où ça se passe, tu peux pas t'empêcher de sourire quand, juste pour la première fois, elle vient de baiser avec son mari, le lendemain matin, elle fait « je suis enceinte ».
Moi, ça me pose pas de problème. Ça marche, je comprends thématiquement où ça va, mais j'ai un problème avec ça, quoi. D'autant plus que la séquence d'avant où il la baise est quand même pas la plus subtile du monde, quoi. Il y a quand même plein de trucs où, ok, moi j'accepte à un moment la fable et le symbole et la métaphore. À un moment, faut pas se foutre de notre gueule non plus. Il installe des trucs qui développent jamais. À la fin, ok, à la fin, on peut en citer des dizaines. À la fin, on fait tout péter. C'est quand même un peu facile. Surtout quand tu me fais ça avec une explosion en CGI tout dégueulasse, mais indigne d'un film qu'on voit en salle. T'as l'impression d'être dans un DTV roumain. C'est un peu problématique. C'est peut-être lié. Je pense que le film, j'ai lu, c'est que le film avait été tourné en 16 mm. Je sais pas si c'est peut-être. Je me suis dit que ça pouvait être lié à ça en tout cas, mais c'est vrai que les effets spéciaux sont dégueulasses. Vous aurez donc compris que ni l'un ni l'autre ne sommes d'accord sur Mother, mais que voilà, malgré tout, c'est un film qu'on vous conseille pas d'une manière générale, mais bon, quand même c'est quand même un peu marrant. C'est suffisamment déviant pour qu'on ait une petite sympathie vis-à-vis du film. Tout à fait, je suis complètement d'accord. Et en plus, c'est complètement improbable d'avoir réussi à produire un film comme ça. Enfin, je veux dire, les producteurs, ils lisent pas les scénarios, quoi. Qu'est-ce qu'ils foutent? Enfin, je veux dire, avec Jennifer Lawrence, mon Dieu, mais c'est la star de premier plan d'aujourd'hui. Enfin, après, tu aussi foutra que sont ces films, tu peux accorder un truc à Aronofsky, c'est qu'il les porte à bout de bras, ces films. Très bien, on va finir là-dessus. Donc, vive Darren Aronofsky, et on va passer au conseil. Refuge or a hell, as Clint Eastwood, wounded Yankee, is brought to an all-girls school to become the prisoner of these man-deprived women, these man-eager girls. You must be tired. Wouldn't you like a chance to go to your closet? I might sponge parts of him. You wouldn't. You are not our guest. You get any ideas of trying to amuse yourself with any of the ladies in this house? Wait just a minute. Yourself out on that road so fast you won't know what happened to you. Sur ces entrefaites, nous allons maintenant passer au conseil. Lucien, qu'as-tu à nous conseiller? Je vais vous conseiller pour préparer votre future vision des proies de Sofia Coppola de revoir le film originel de Don Siegel. C'est un film formidable, sointant, vénéneux, avec un des meilleurs rôles de Clint Eastwood en tant qu'acteur, selon moi. J'ai pas vu le film de Coppola, mais je suis sûr qu'il est intéressant d'avoir vu le Don Siegel avant. Et toi, Manu, tu iras voir le film de Sofia Coppola? Oui, on en parlera probablement, non? Les proies? J'irai par déontologie critique, professionnalisme. J'irai par professionnalisme, à mon corps défendant. Moi, ce qui me blesse et un peu le don de m'énerver, c'est cette manière d'aborder le film de Siegel comme s'il n'avait jamais existé, à peine cité dans la promo à Cannes. Non, c'est juste une relecture du bouquin, ça a bon dos. Bon, alors du coup, qu'est-ce que tu as à conseiller? Moi, je vais pas vous conseiller du cinoche, encore une fois. Je vais vous conseiller d'aller rester tranquillou chez vous dans votre canapé. Je vais vous conseiller une série qui est la nouvelle série de David Simon et Georges Pelecanos, qui est consacrée au début de l'industrie du porno. The Deuce, qui comporte au casting notamment James Franco dans un double rôle et Maggie Gyllenhaal. Il y a eu un épisode, je crois, qui est sorti pour l'instant. D'une heure et demie, qui est quasiment conçu comme un téléfilm. Tu retrouves toute la finesse d'écriture de Simon, de Pelecanos. Ils sont aussi entourés à la production par Richard Price, qui je ne sais pas s'il signe des épisodes de la série, mais bon, il s'est encore une fois entouré de grands noms de la littérature noire américaine et contemporaine. Donc voilà, il est en un épisode d'une heure et demie, il te brasse une douzaine de personnages, tous aussi bien croqués les uns que les autres, qui arrivent à être touchants. Si tu ne connais pas un petit peu le concept de la série auparavant, tu sais pas de quoi vraiment encore ça va parler sur ce pilote-là, mais la richesse d'écriture des personnages fait que tu as envie de la suivre parce que tu es immergé dans un monde tout de suite interlope qui se passe la nuit entre flics, putain, Mac, qui est juste fascinant. Donc voilà, c'est pour l'instant juste un petit bonbon avant de juger sur le long terme la série, mais bon, quand on connaît quand même le passif de Simon dans la série télé et les ambitions qu'il peut avoir, voilà, c'est en tout cas
une des bonnes attentes du mois à venir. Très bien. Eh bien moi, j'ai vu un beau film qui est sorti il y a quand même quelques mois maintenant en France, mais il y a 15 jours, 3 semaines en Belgique, qui s'appelle Une femme fantastique. Una mujer fantástica. Il est sorti sous le titre original en Belgique. C'est un film chilien d'un mec qui s'appelle Sébastien Lelio. C'est son 2e long métrage. Et donc c'est l'histoire d'une femme, enfin en fait d'un transgenre, une femme transgenre, dont le compagnon vient à mourir, et en fait elle va lutter pendant 1h30 pour pouvoir faire son deuil devant la famille et faire valoir aussi ses droits en fait, puisqu'elle habitait chez ce type-là. Et c'est un film qui est très accrocheur, qui est un peu comme Moser, accroché tout le temps au personnage principal. Et ce qui est surtout très intéressant, c'est que ce type, donc Sébastien Lelio, il avait fait un premier film qui était déjà très bien, qui s'appelait Gloria, et qui s'intéressait aussi, c'était aussi un beau portrait de femme sur une femme de la soixantaine qui retrouve un nouvel amour comme ça. Et par contre, il était trop long et partait un peu dans tous les sens, et on sent qu'il a encaisser ces critiques-là, et sur ce nouveau film-là, il fait un film presque un peu trop ascétique, c'est-à-dire qu'il est tellement resserré sur son personnage principal, il a tellement épuré l'intrigue, que le film devient presque un peu trop, sec, un peu trop conceptuel, mais la manière dont il a tiré leçon de son premier film, et qu'il a rebondi sur ce film-là, qui a plutôt bien marché, qui a eu un prix du scénario à Berlin notamment, c'est assez intéressant et c'est assez prometteur, je pense, pour la suite de sa carrière. Donc Sébastien Lelio, un cinéaste chilien, et Una mujer fantástica qui est encore en salle, je pense. Voilà, ce sera tout pour cet épisode de transmission. On vous remercie de nous avoir... Ce 11e épisode de transmission. Ce 11e épisode de transmission. On reviendra, on l'espère, assez vite. Le mois prochain, revenons le mois prochain. Qu'est-ce qu'il y a ? Écoute, je pense qu'on va... notre grand ami de Denis Villeneuve qui revient. Ah oui, c'est vrai, mais je pense qu'avant ça, on va peut-être aussi, il y a André Zviagintsev aussi qui ressort un film bientôt. Donc Manu, on va te forcer à aller voir le film de Zviagintsev. Tu vas l'aimer. Allez, à très bientôt tout le monde, et merci de votre écoute. Ciao.